fait un grand silence. Chut. Oh, hey, oh, ils sont francs là. Bon, on recommence. Alors, exercice pratique d'éveil. La main gauche contre la main droite. Vous tapez comme ça. Allez-y, on y va tout doucement. Voilà, on accélère et on y va, on y va. Hey, hey. On attend un petit peu que les gens aillent dans la salle Maillot, qui est à l'autre bout. Donc on attend encore quelques minutes. Donc on a fait la hola, on a fait les applaudissements. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut leur dire qui vient pour la première fois. Levez la main. Ah ouais. Oh, qui vient pour la deuxième fois? Qui est venu l'an passé? Ouais, d'accord. Qui est venu en 2013, donc il y a 3 ans. Ah ouais, il nous aime beaucoup. 2012? 2011? Ah, il n'y avait pas de Devox France en 2011. Il y avait son ancêtre, le Paris Jog. Ok. On y va? Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs. C'est poussif hein, le matin. Ouh. Poussif. Mais eux aussi, ils n'ont pas beaucoup dormi, ça doit être pour ça, je pense. Bienvenue à Devox 15, Devox France 2015, au Palais des Congrès. Vous avez vu que les couleurs cette année de Devox France, c'est de l'orange, du jaune et du vert. C'était pour dire merci à nos amis du Marriott qui nous ont accueillis pendant 3 ans. Donc ceux qui étaient là avant ont connu cette superbe belle moquette du Marriott. Ben, Nicolas, tu l'as déjà fait ça. Qui êtes-vous? Qui n'est jamais venu? Là peut-être qu'à Maillot, ouais, on les entend. Qui est venu l'an dernier, en 2013, en 2011? Alors, qui êtes-vous par contre? Qui vient à Devox France? C'est une question qu'on a souvent. Donc on est allé voir au fin fond de notre base de données. On a tapé un petit peu de code, comme ça. Donc on a trituré notre base de données et grâce à ce petit bout de code-là, on a ce super tag cloud. Donc ça, ce sont les gens qui viennent à Devox France, des développeurs essentiellement. Avec 2 P, tu as remarqué, et passionnés, ils ne se sont pas trop plantés. Ouais. Il y a des chefs. Des petits chefs. Des petits chefs. Donc voilà, il y a des architectes, il y a des responsables. Alors on ne sait pas si c'est des responsables des chefs ou si c'est les chefs qui... Enfin, on n'a pas vraiment le lien. Voilà. Et puis je sais que dans la salle, j'ai un pote qui est DBA, donc je l'ai mis là-haut. Alors, Devox France 2015, pour ceux qui étaient là en 2011, 12, 13 et 14, c'est les mêmes formules. Par contre, il y a des choses en plus. Il y a même beaucoup de choses en plus. Et il y a beaucoup de gens. Et on va aujourd'hui, regardez, vous êtes combien à votre avis? Alors aujourd'hui, vous êtes beaucoup. Ouais, super. Vous êtes 2509. Waouh! On n'a pas fait le ratio tag cloud nombre, mais voilà, je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 chefs. Donc on a 1400 participants, 700 personnes via nos partenaires Oxiane, les speakers, des exposants, et on a une Karine, 2509 personnes. Karine qui est la 4e de l'équipe et qui fait la partie organisation avec nous. Merci Karine. Zouer, comment on réussit son comment tu fais pour réussir ton Devox? C'est quoi ton secret? Alors, connaître le plan. On distribue par exemple les plans tous les jours. Donc, vous avez le plan avec les salles où se déroulent les conférences.
Donc brièvement, vous avez d'un côté les 250, de l'autre les on est là, 240. L'amphithéâtre en haut, c'est là où nous sommes. On est là. Et vous êtes Voilà. arrivé là ce matin. Et en bas, vous avez tous les exposants. Alors, il y a plein de trucs à droite à gauche dont on va parler dans quelques minutes, mais l'essentiel du plan est ici. Et vous êtes beaucoup, donc un des trucs à faire, hier ça s'est plutôt bien passé, on est quand même content d'être au Palais des Congrès, plus de place. Si vous êtes participant et si vous rentrez, vous voyez que la salle est remplie, merci en fait finalement de respecter les speakers et puis de rester dehors. Toutes les sessions sont enregistrées, donc si vous ne pouvez pas assister à la session, elles sont enregistrées. Et surtout, alors pour continuer dans la lignée de réussir votre Devox, étudiez bien le plan et faites-vous un premier choix, un deuxième choix, un troisième choix. Si la salle que vous voulez est pleine, on vous invite vivement à aller dans d'autres salles. Mais c'est vrai qu'on a des belles salles. Alors ici, il y a 800 places, il y a 2 salles à 400, un amphi à 400. Voilà, donc on a des belles grandes salles cette année. Alors justement, donc vous avez votre plan papier, vous avez votre petite appli mobile. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Devox France, c'est comme les années auparavant, mercredi, jeudi, vendredi. Ceux qui étaient là hier ont assisté à la journée université, donc c'est des conférences longues. Aujourd'hui, demain, c'est un copier-coller. Donc on commence par des keynotes, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, il y a une série de conférences de 50 minutes. Le midi, on a les quickies et les sessions Ignite. Donc les quickies, c'est des conférences de 15 minutes. Les sessions Ignite, c'est des sessions de 5 minutes. Ce soir, grosse fête de 19h30 à 22h30, c'est les bofs. Et puis il y aura du vin, il y aura du fromage. Et puis voilà. Et vendredi, pareil. Keynote, conférence, quickie, Ignite. Et on terminera par les cascodeurs qui clôtureront avec brio cette session Devox France 2015. Alors, une petite particularité, pour la première fois cette année, il y a des ateliers durant les 3 jours. Donc, il y a eu des ateliers hier, et pour les gens qui ne viennent que les 2 jours, il y aura des ateliers aujourd'hui. Petite particularité aussi, elles sont dans les salles mezzanine, en 220, quelque chose M, il faut prendre un petit escalier pour y aller. Et puis une particularité aussi cette année, on a un Devox for Kids. On avait fait ça l'année dernière et l'année d'avant le mercredi sur une journée. Cette année, on fait ça le samedi avec une superbe équipe. Donc l'année dernière, l'équipe, il y avait que 4 ou 5 personnes parce que tout le monde était donc occupé à Devox. Cette année, Devox for Kids, c'est samedi, c'est pas au Palais des Congrès, c'est à l'école 42. Et cette année, il y a 50 gamins de 8 ans à 14 ans, avec une super équipe qui leur font faire du scratch, du Mindstorm, etc., etc. C'est plutôt sympa. On peut peut-être d'ailleurs dire un grand merci à Daniel Deluca. Oui, merci Daniel à Daniel et l'équipe Deluca. de Devox for Kids. Je ne sais pas s'il est là, mais merci à toi Daniel. Ouais. Pour revenir à notre Devox France, les grands kids, les grands kids, ils vont apprendre tout ça. Voilà, ça fait 4 ans qu'on fait du Java, du web, du mobile, des langages alternatifs. Enfin, voilà, donc on a 220 conférences qui vont tourner autour de ces thèmes-là, du matin jusqu'au soir. Et puis, toujours cette petite partie future Devox. Vous avez vu, là, il y a une partie Internet of Things, et vous allez voir des imprimantes 3D, des drones et des choses comme ça. On a aussi une annonce importante à faire au nom de toute l'équipe d'organisation. Au mois de novembre dernier, un de nos copains qui était là avec nous pendant 3 ans est parti trop vite, trop tôt. C'était Arnaud qui s'occupait de l'organisation de l'après-midi des décideurs. Et donc, l'équipe de Devox France, tous les bénévoles, tenaient à rendre un hommage à Arnaud. Merci Arnaud. Next. Excusez-nous. Alors, dans les choses un peu nouvelles, enfin nouvelles non, puisque l'année dernière on avait fait un site networking le jeudi soir, donc durant cette partie bof, etc., hyper sympa. On refait ça cette année, ça marche plutôt bien. C'est des apporteurs de projets, et il y a des VC. Ils sont dans le hall toute la journée avec des t-shirts vert pomme, les équipes du site networking.
Il y a 110 personnes qui sont inscrites, il y a 77 personnes porteurs de projets, start-up qui seront là. C'est à partir de 20h dans l'amphi Maillot de l'autre côté. C'est du speed dating. Vous êtes développeur, vous voulez changer, vous voulez rencontrer des start-up, des investisseurs. Le Seed Networking, l'an passé, c'était un gros succès. Et on remercie donc aussi les équipes des bénévoles de Seed Networking qui reviennent faire ça à Devox France cette année. Donc à 20h en salle Maillot. Et c'est ouvert aux développeurs. Hein, donc, Et à ce sujet, comme ça sera pendant le moment meet and greet, alors il nous est interdit, formellement interdit par le Palais des Congrès, de mettre de la nourriture dans les salles. Donc on vous remercie de ne pas vous déplacer avec votre assiette de fromage. De bon fromage et de Voilà, bon de bon vin. fromage Parce que et de ce bon soir, vin dans les il y a un super buffet avec la soirée meet and greet à partir de 19h30 dans le hall d'exposition. et on remercie nos sponsors, Carbone IT, On a Carbone Exteam. IT, Exteam et Sonar Source qui Sonar sont nos 3 Source. sponsors. Merci. Et on les remercie. Dans la partie nouveauté, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un café philo, donc demain de 13h à 15h dans la mezzanine qui se trouve ici. On pourra boire un petit café, se poser autour de 5 ou 6 tables et philosopher avec Clarisse qui était venue il y a quelques années, Jean. Donc voilà, c'est des philosophes et on va philosopher autour du numérique. Les nouveautés, on en a parlé tout à l'heure, Devox for Kids. Si vous êtes intéressé pour animer des Devox for Kids dans vos régions et vos campagnes, vous pouvez vendredi, demain, donc de 12h à 14h, rencontrer l'équipe. Et puis samedi, l'équipe et les 50 gamins de 8 à 14 ans à l'école 42. Voilà. C'est complet pour cette année. C'est complet pour cette année. On a ouvert les places il y a quelques semaines et ça c'est parti rapidement. Et on s'interdit rien. On aura peut-être Xavier Niel en keynote l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Qui sait? Bon, voilà. En tout cas, merci à l'école 42 de nous accueillir. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? On a un invité. On voudrait faire venir sur scène Stéphane Janssen, qui est le papa de Devox et qui est là aujourd'hui. Stéphane, passe le micro. Merci à tous. C'est incroyable quand même. Hein? Le palais de congrès est plein. J'ai vu les Pink Floyd ici, moi, il y a longtemps. So I'll switch to English because we have this agreement that 20% of the talks can be in English. So I'm the guy like, okay, 25% maybe. But so I quickly want to talk about parlays. So who doesn't know about parlays? Who does not know about parlays? Oh, only a few. So what's really important to know is that all the talks, or the majority of the talks, will be freely available, gratuitement, sur Parlays, right? So if you want to know more about this, there is a Parlays booth right out of this corner. If you go out here, you can talk to the guys. And we actually announced, so there's almost already 5,000 free presentations on there, 5,000. So you can watch for more than 6 weeks non-stop. Non-stop. It's better than Netflix. Right? So what we added as a new thing last year at Devox Belgium is something we called Parlays courses, the formation online. And what's really nice, and this is a bit our bread and butter, is that we've actually invited quite a lot of rock star speakers. And you can see just a few here, like Dequol, Venkat, Adam Bien, Arun, and so on, even José Pomar. And they're actually making or doing online trainings that you can purchase for a very democratic price. And it's even that democratic that we've announced today that if you use the Devoxians Groupon code, you will get a 30% discount. So that's just only for you. Don't tweet it. Yeah. don't share it with your colleagues. Just use it yourself. And what is also important is that we are looking for other people who want to put online trainings on our platform. If you're interested, just go and talk to the Parlays guys. And then one other thing we've announced at Devox Belgium last year, and that's why I'm wearing this t-shirt, is called Voxed. Now, Voxed is an anagram, the Devox. If you move the letters, you can actually turn it into Voxed. And so Vox, it's sharing the knowledge. What we are doing is that almost with the Devox family, every quarter we have a Devox event
But what we want to do with Voxed, it's an online news website. And we've noticed that already the top 4, France is actually there, or French developers are going to that website. And it's a daily news website. So we put daily technical articles and we complement them with Parlay's tutorials. So that's really nice. And we also have something which we called Voxed Days. So some people organize a Devoxx for Kids, and they go, oh, we did Devoxx for Kids, now let's organize a Devoxx. And you go like, oh, hold on. So it's actually an incubator for potential Devoxx events. So there's like a Voxx Day in Belgrade in October this year. So that's really like, it's like a growing, seed-working thing to actually move towards a Devoxx thing. Very important thank you, I have to say, is to Thomas Reclus. I think he's here somewhere, Thomas de Lille. He helped me with the infrastructure, did a great job. He works at is at the Java user group, de Lille. He did an amazing job making sure that it actually scales. So thank you, Thomas, for that. So that's basically it. Voxed is also next door if you want to talk to us, if you want to publish technical articles of talks you've seen here and you want to write down a blog post, you can contact us and we'll help you. That's it. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Alors, Merci. Stéphane, reste sur scène. Non je reprécise juste quelque chose, au cas où ça n'ait pas été clair pour vous. Toutes les présentations de cette année et des années précédentes sont gratuites et disponibles sur le site Parlez. Il vous suffit juste de créer un compte. Et elles sont disponibles 1 mois et demi, 2 mois maximum après. L'an passé, on a mis 5 semaines. Donc voilà, il y a de l'humain derrière. Donc on vous tweetera sur notre handle @devoxfr quand les présentations sont mises en ligne. Merci. Et ben là, c'est la partie qu'on aime le plus, nous. Vous, je sais pas. C'est dire merci aux gens, en fait. Parce que organiser des Vox, je vous avouerai que c'est un peu fou. Mon métier à moi, celui de Nicolas et celui de Zouer, c'est taper du code. Et organiser des Vox, c'est un peu, voilà, hein, il faut être un peu fou. Merci Stéphane. Donc on a envie de dire merci à des tas de gens. Bien sûr, merci Stéphane. Merci Oxiane. Il faut savoir que 50% des personnes ici sont passés par la formation. Donc pour assister à Devoxx, vous pouvez payer en ligne, mais vous pouvez demander aussi à votre société de vous envoyer à Devoxx France à travers la formation. Et c'est nos amis d'Oxiane qui font ça. Un boulot incroyable. Merci à nos sponsors en général. Merci particulièrement à notre sponsor Platinum, à Ulink cette année qui nous a rejoint très rapidement, à Google, IBM et Oracle qui nous suivent depuis 2012. On a beaucoup de sponsors, beaucoup d'exposants. On va pas tous les citer. Ce que nous on vous encourage, c'est d'aller échanger avec eux. Vous avez vu qu'on a quand même des stands bien sympas. Les gens du Palais des Congrès nous disaient la machine à boxe dans les congrès des chirurgiens. On n'a pas trop l'habitude de voir ça. Donc on est super content parce que nos sponsors, nos exposants nous suivent. Et pareil, on était aussi sold out. Donc pour nous c'est très rassurant de savoir que on peut organiser une conférence comme Devoxx France. Donc vraiment merci à tous nos sponsors. Je pense qu'on peut les applaudir parce que vraiment. Merci aux speakers. Les gens viennent de très loin parfois, de très près aussi. 220 speakers, je sais même plus. 221 speakers en tout, 189 speakers avec des badges. Un CFP qui a reçu 680 propositions pour en retenir que 220, donc une chance sur 3. Une superbe équipe de sélection cette année qui s'est ouverte avec des nouveaux bénévoles, un super travail. Merci aussi aux membres du CFP qui étaient là pendant plusieurs semaines avec nous. Merci à la communauté. Yes. Sans vous, on ne serait pas là. Donc merci à tous nos amis de province et à tous les user groups qui nous soutiennent. Et il y a pas mal de Devoxx en fait, quand je regarde cette carte, Antonio. Merci à la famille Devoxx. Effectivement, il y a eu les Belges avant nous, il y a eu la France, il y a eu la Grande-Bretagne après nous, il y a eu la Pologne, et puis il y a eu les Kids. Je pense qu'on a quelque chose à vous annoncer. On voulait vous annoncer Devoxx Maroc. Et on voulait vous annoncer l'équipe de Devoxx Maroc. Allez les gars, bravo, bienvenue.
Donc on va donc Badr et son équipe qui organise Devox Maroc, on va leur passer la parole. So guys, I think we have a few slides to welcome you, but you're joining the Devox family, but you already had a really great conference going. I mean, it looks like you've already been doing this for quite a few years, third edition. So what happened? Can you present yourselves? Yeah, I'm Badr Houari, co-founder of the G Maghreb Conference, now the chairman of Devox Morocco. So Faisal, he's the co-founder as well, so he's the VP of Devox Morocco. So, I'm Aboulech Mohamed, the community manager of the conference, c'est-à-dire le gars qui prend des photos tout le temps. Redan Alaoui, steering committee member also. Et Nabil Moursli, membre de l'équipe d'organisation aussi. So what really struck us, if you look at the slides here, is that they have 33% of the attendees are women. So we can take a big example from them. So, I mean, they need to share their secrets with us because we definitely can follow their example, which is really amazing. So what are the key dates? So the event, can you just quickly go through that? When will it take place, Devox Maroc? Yes, Devox Morocco will take place just after Devox Belgium. So it's something easy for people to arrange their travel to Devox Morocco. And also we're gonna open registration on April 15. So everyone is welcome to join us. Morocco is a sunny country. You will enjoy the sun. Yeah, I mean, if you register by April 15, it's the blind tickets. It's before opening the call for paper, before announcing the speakers. So I think you can book your flights, buy the tickets and everything, you know, around 500 euros and come to the sunny Morocco. And so what's really important is the DNA. So this is actually also the Moroccan Java user group running the event. Very low entrance fee. I mean, you guys, you know, really rock that. But another thing is, of course, the venue, right? Yeah. So you guys actually decided to go to a new venue because you joined the Devox family. It should be in a cinema complex, right? Yeah, I mean, yeah, G Maghreb always had like Devox as an idol. You know, so yeah, we go also to the second biggest cinema complex in Africa. So second biggest in Africa. Yeah, wow. Yeah, in Migarama complex. So and I want really to thank. We already have an official sponsor who help us like to afford this venue because you know it's moving to cinema complex is very expensive. I know, guys, you moved to Palais des Congrès, hein? Ouais, non, parce que Bercy. Parce qu'en fait, le challenge il est plus grand. C'est en voyant Devox Belgique, c'est le deuxième plus grand cinéma complexe. Palais des Congrès à Paris. Ben, on s'est dit, là, il faut, les gars, il faut bouger quoi. Il faut être au même niveau quoi. Okay, well, welcome to the Devox family, man. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Donc rendez-vous du 16 au 18 novembre après Devox Restez France. sur scène, restez sur scène. Restez sur scène, on va terminer parce qu'on veut tous dire ensemble. merci à l'équipe. Alors les polos rouges, ceux qui sont là, tous les bénévoles, les polos rouges, vous pouvez vraiment les remercier. Merci les polos rouges. Karine qui est là. Merci Karine. Merci à tous ces bénévoles. Merci aux étudiants de 42 qui sont venus nous donner un super coup de main. Oui, les étudiants de l'école 42 doivent être par là-bas avec leur t-shirt rouge. Viens, David. Mettez-vous devant. Allez. Tous ces gens-là se réveillent très tôt le matin, se couchent très tard le soir. Et bah, je vous avouerai que c'est plutôt fun. Sans eux, ça serait un peu chaud quand même. Ouais, ça serait un peu chaud. Il y a juste quelques personnes qui sont membres du CFP. Donc c'est eux qui vous disent oui ou non quand vous soumettez des Et c'est vrai que tous ne ne sont pas là. Donc on les remercie également. Donc l'équipe est un peu plus grande et bah, je reviens toujours au même truc. Créer Devox, c'est pas tous les jours facile, mais il y a de l'humain et moi je trouve ça super. Ouais. Merci à vous. Et merci à vous. Voilà. On va passer la main à Charles Sabourdin qui va être notre animateur et qui va donc s'occuper de la partie des keynotes. Je ne sais pas où est Charles, je sais qu'il va se matérialiser devant vous. L'an passé il était en costard-cravate, donc on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Ah bah t'es là. J'avais dit que tu te matérialiserais devant nous. On passe la main à Charles, merci. Il y a une start-up sur les téléporteurs. Bon. Ah oui. Bon. Alors, nous voici arrivés au 4e Devox France. Et dans ce temple de communication,
Alors, comme je suis un peu stressé, et puis vous avez l'air tous de m'écouter, on va essayer de faire un petit élément d'échange. Donc pour dire que vous êtes contents, vous allez applaudir. Voilà. Alors d'habitude, il y a aussi, si vous venez au Paris Jug, la possibilité d'exprimer votre mécontentement, mais pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Ah, il y a des gens qui vont au Paris Jug. Donc, la keynote d'aujourd'hui et le thème de cette année est un peu particulier, assez intéressant. C'est l'avenir. C'est le monde de dans 20 ans. Et je ne sais pas pour vous, mais le monde de dans 20 ans, moi, quand j'étais petit, c'était... Vous savez, c'était relativement sympa. On était... On était comme ça, nom de Zeus. Voilà. Et puis, l'avenir, c'était ça. Alors bon, je me suis dit que ça avait un peu bougé. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour parler de l'avenir du monde de dans 20 ans? Ah merde. Ah la vache. Bon, je pense que j'ai raté là. Oh, bon, encouragez-moi un peu. Allez. Donc le monde de dans 20 ans, moi j'ai un peu regardé historiquement comment on peut faire, et puis j'ai découvert, non en fait, dès que j'ai commencé à faire la gestion de projet, j'ai découvert l'hépatoscopie. Donc c'est la lecture dans les foies de mouton. Donc, mais rigolez pas, hein, c'était une science à l'université en Mésopotamie. On ouvrait le mouton, on regardait, et puis on apprenait comme ça, en fonction de la façon dont il tombait, si ça allait bien se passer ou pas. Donc moi je me suis dit que, honnêtement, si j'avais regardé dans un foie de mouton, et que j'avais vu que je serais de nouveau à présenter les keynotes, j'aurais la chance de présenter les gens qui ont la gentillesse de venir de nous parler du monde de dans 20 ans, de l'avenir qu'il construit. Je pense que je ne leur aurais pas vraiment cru. Remarquez que si j'avais lu aussi que j'aurais 4 Furby, une montre qui me donne mon état de santé, et un système qui traduit en 20 langues les trucs que je suis capable de dire, plus ou moins compliqués, j'aurais pas cru non plus. Je pense que j'ai une mauvaise tendance à pas croire les moutons. Mais bon, je suis pas vraiment là pour vous parler des foies de moutons, hein, c'est plutôt le passé. On est là pour vous parler de l'avenir, pour vous parler du monde de dans 20 ans. Et ce matin, donc, le premier speaker qui va vous parler de ça, c'est Rodolphe Gelin, de la société Aldébaran. Tu veux ma veste, c'est ça? Donc il va nous parler, excusez-moi, des prochains enjeux sur la robotique domotique, sur les robots. Puis le lieutenant-colonel Éric Filliol nous parlera des nouveaux risques de ce monde ultra connecté dans lequel votre frigo va interroger vos toilettes ou votre compte Facebook pour savoir ce que vous avez le droit de manger ce soir. Et enfin, Dan Allen, Java champion, lead project ASCII Doctor, conclura la matinée dans la langue de Shakespeare sur la problématique de la conservation des données et de comment est-ce que vous allez pouvoir lire vos données, conserver l'information de vos données dans 20 ans. Donc, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir Rodolphe Gelin, de la société Aldébaran. Voilà. Donc, vous êtes depuis 2008. Je peux tutoyer? Ouais. Ça sert de faire la keynote. Donc, tu es directeur de la recherche au sein de la société Aldébaran depuis 10 ans. Tu fais les robots qui nous font rêver. Ils nous font rêver d'assistants humanoïdes qui pourraient nous aider dans notre quotidien. Mais Rodolphe Gelin, vous travaillez à concrétiser ces rêves de robotique depuis 20 ans via le CEA. Et puis vous avez eu la gentillesse de partager ces réflexions
dans un livre, donc Le robot, meilleur ami de l'homme, point d'interrogation, aux éditions Le Pommier. Donc je pense que ça c'est une référence à Gottlieb ou à Newton. En partie, bien sûr. J'ai créé une maison d'édition en mémoire de Gottlieb et de Newton. Eh ben merci. Bon, elle existait bien avant moi, hein, si le Pommier est là. C'est une très belle maison d'édition qui fait de la vulgarisation scientifique et qui a des très beaux livres aussi. Donc je vous recommande la lecture du Pommier dans des tas de domaines. Bah écoutez, après. Et donc là, vous allez nous expliquer ce qu'il reste à accomplir, quel travail il nous reste à faire pour avoir Al, Daryl ou Samantha chez soi. Donc je vous demande s'il vous plaît d'applaudir bien fort Rodolphe Gelin. Merci beaucoup. Je suis très honoré en effet d'être invité ici. Je ne vais pas vous parler beaucoup d'informatique, même si vous allez bien comprendre que derrière tout ce que je vais vous montrer, il y a beaucoup d'informatique. Moi, je suis venu à la robotique par le développement, à l'époque en Pascal, en ADA, des choses comme ça. Voilà. Et puis je rêvais vraiment que toute cette informatique fasse bouger des objets, pas seulement reste sur un écran, mais vraiment rentre dans notre monde physique. Et c'est pour ça que depuis bien longtemps maintenant, j'essaye de faire bouger des objets avec la puissance de l'informatique. Et depuis en effet 6 ans, j'ai rejoint Aldébaran. Après avoir fait des robots dans le domaine de l'assistance à la personne, du nucléaire aussi, je suis rentré chez Aldébaran pour faire des humanoïdes qui sont des compagnons. Donc c'est pas des robots qui sont dans des usines, c'est pas des robots qui travaillent tout seuls de leur côté, c'est des robots qui vivent à nos côtés. Et c'est ça qui est bien dans cette nouvelle informatique des objets connectés, les robots en font partie, c'est qu'ils sont au plus près de nous et du coup ils vont partager de plus en plus de choses avec nous et la façon d'interagir avec eux doit se faire de plus en plus naturelle. Et le motto d'Aldébaran, le nouveau, c'est de concevoir un monde nouveau ensemble. Et pourquoi on dit ça? Parce que les robots que nous faisons sont non seulement des robots qui vont vivre à nos côtés, qui vont apprendre à nous connaître, mais qui sont aujourd'hui, pour vous qui êtes des développeurs, des plateformes ouvertes. C'est-à-dire des robots dans lesquels il est facile de développer. On apporte toutes les fonctionnalités qui sont un peu compliquées en robotique, un peu spécifiques de la robotique, comme la marche par exemple, les mouvements coordonnés. Et par-dessus cette espèce de framework d'OS robotique qu'on a développé, vous arrivez et vous mettez toutes vos applis, on est connecté avec Java, et toute votre inventivité peut se déployer sur Nao ou sur Pepper, que je vais vous présenter. Et ça, c'est vraiment ça qui va faire que ce robot sera comme les smartphones et les tablettes d'aujourd'hui, c'est-à-dire juste des plateformes sur lesquelles vous pouvez lâcher votre inventivité, votre créativité. Et c'est ensemble qu'on va faire les robots qu'on fera dans le futur, dans 20 ans. Et c'est pour ça que quand on vous dit, vous êtes certainement pas comme ça, quoique peut-être, les robots, qu'est-ce que ça va devenir? Ils vont prendre le pouvoir. Le robot, c'est des machines que nous programmons, que vous programmez. Et si vous n'avez pas envie que les robots prennent le contrôle sur le monde, ils ne le prendront pas. C'est vous qui programmez les machines, pas le contraire. Mais je crois que j'ai anticipé ma conclusion. Déjà, on gagne un temps précieux sur le timing. Alors, j'ai une petite vidéo pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas nos robots. Qui n'a jamais vu un robot Aldébaran? Ouh, pas beaucoup quand même. Oui, s'il te plaît. Ah, j'avais fait un hypertexte hyper sophistiqué, merci. Voilà, donc ça c'est une petite vidéo promotionnelle dans laquelle, pour les rares qui n'ont jamais vu un robot d'Aldébaran, vous allez voir. Donc, Aldébaran a été racheté depuis 2-3 ans par SoftBank, qui est une énorme compagnie de téléphonie mobile au Japon, pour qu'on développe pour eux ce robot Pepper, qui est un robot d'accueil. Donc, dans les magasins SoftBank, qui est l'équivalent de notre Orange un peu, ou de notre... Eh bien, vous allez rencontrer des Pepper, donc ces grands robots à roues, qui vont interagir avec vous, vous accueillir. Notre premier robot, le robot historiquement qu'on a créé chez Aldébaran, c'était Nao. Donc vous voyez un petit robot avec des jambes et qui s'intègre très facilement dans un intérieur domestique. Et puis là, mon bébé, le projet de recherche Roméo, sur lequel on essaye d'aller toujours plus loin dans les usages, dans les technologies qui sont mises en œuvre sur cette robotique de compagnonnage. Vraiment robotique sociale, robotique compagnon, au plus près de nous. Alors, ouais, s'il te plaît. Voilà, donc nous
vraiment des robots, comme vous voyez, rien que dans leur attitude, dans leur apparence, c'est très important pour un robot Aldébaran, c'est que leur apparence donne envie d'aller interagir vers eux, donne envie de les utiliser. Et on a très rarement vu, alors à part quelques tout petits enfants et quelques animaux, des gens qui avaient peur de nos robots. Dès que quelqu'un voit nos robots, il s'approche, qu'est-ce qu'il fait? Il est mignon, il est sympa. Et ça change vraiment, dans la tête des gens, la vision de ce qu'est un robot. Alors, est-ce que là, mon lien, pareil, va marcher? Il ne marchera pas. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? Tout ce que nous apporte Microsoft, c'est pourtant formidable. C'est ça, oui, c'est ça. Bon alors, c'est une vidéo où il y a un petit peu de son. Oui, bon, voilà, merci. Donc, que j'ai raccourci parce qu'elle est très longue et je sais que le temps chez Devox est... Et tu l'as. Et je voulais illustrer donc ce que serait peut-être, ce que peut déjà être un robot Nao dans 5 ans. Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, très bien. Une interface vocale, vous parlez au robot, il vous entend, il vous répond. Le dialogue est intuitif. Alors vous connaissez tout ça avec Siri. Le mettre sur un robot, c'est un petit peu plus compliqué, je vous expliquerai pourquoi. Et à la différence d'une tablette, c'est lis-moi les informations. L'information qui va vers la personne. Je te lis le monde comme d'habitude. Très bien. Évidemment, vous avez toujours votre tablette sur vous, votre téléphone. Quand tu le désires, une personne âgée, ou même nous, quand on est chez soi, on n'a pas toujours son téléphone sous la main. Du monde aujourd'hui. Le robot est la bonne solution pour ça. Le marché automobile américain rebondit en août. Un ministre pakistanais blessé dans un attentat. Un puissant séisme au large de Java fait au moins 15 morts. Celui-ci. D'accord, je lis l'article. Un puissant séisme de magnitude 7,4 au large du sud-ouest de l'île indonésienne de Java a fait au moins 15 morts et entraîné l'évacuation. Voilà, alors la suite de cette vidéo, on voit le robot qui va être toujours auprès de la personne sera partie dans la cuisine et le robot va lui lire un mail qu'elle vient de recevoir, elle va répondre au robot, elle va dicter sa réponse au robot qui va envoyer le mail et enfin dans la dernière séquence, la personne écoute la radio sur le robot, donc le robot devient le centre de tout l'environnement domotique, qui va récupérer sur lui toutes les fonctions du monde numérique qui entoure la dame, et on pourrait aussi imaginer qu'il soit connecté au reste des objets de l'environnement. Et donc là, il va servir par de téléphone. Il interrompt la radio qu'il est lui-même en train de diffuser, et il donne la parole au téléphone. Sachez que une grande partie des accidents qui arrivent chez les personnes âgées, c'est les vieilles personnes qui se cassent la jambe. Vous savez, le col du fémur, ce fameux col du fémur, qui vont les immobiliser pour un bon moment, et puis après, elles ont un mal fou à se remettre dans la vie. Et il y a un grand pourcentage de cas où ce col du fémur se casse parce que la personne se précipite en entendant le téléphone sonner. C'est leur seul coup de téléphone de la journée, elles ne veulent pas le rater, elles ne maîtrisent pas comment marche ce bon sang de répondeur, et donc elles se précipitent, elles se cassent la jambe, et puis voilà. Donc là, le robot va prendre la communication pour lui et va aller auprès de la personne pour lui assurer la communication, lui donner le téléphone. C'est tout bête, mais c'est des fonctions qui vont vraiment simplifier la vie de ces personnes-là, et la nôtre en général aussi. Et voilà. Donc dans ce que je vous ai montré là, pourquoi c'est pas possible tout de suite? Pourquoi c'est pas? Il faudra attendre 5 ans. Avant, j'ai mis 5 ans, mais on espère 2-3 ans. Enfin, c'est un moyen terme, on va dire, à notre échelle, parce que il y a un tout petit trucage là-dedans, c'est que quand la personne est dans son fauteuil et qu'elle dit « Nao, où es-tu ?» et que si Nao est dans une autre pièce, Nao, il va pas bien entendre. Il va même pas entendre du tout. Et même s'il est dans la même pièce, après, il va falloir qu'il localise d'où vient, que le bruit qu'il entend, c'est quelqu'un qui l'appelle lui. Et autant vous allez me dire « Oui, mais la reconnaissance vocale, ça marche bien, vous avez Siri qui est formidable, ou vous utilisez sans doute d'autres choses, mais en fait, c'est formidable. » Coup-ci, coup-ça, ça marche pas mal, on va dire. Mais surtout, ça marche bien parce que vous parlez directement dans votre téléphone. Un robot, il sera jamais juste à côté de vous. Enfin, dans certaines... Mais en général, quand vous l'appellerez, il ne sera pas là. Et quand vous lui parlerez, vous ne serez pas en train de lui parler directement dans les oreilles, vous serez à 1 mètre ou 2. Il arrive à ce moment-là de la réverbération, il arrive des échos, il arrive aussi que le robot lui-même fait du bruit. Il a son ventilateur dans la tête parce que son CPU chauffe. Quand il bouge la tête, il y a toutes ces articulations qui font du bruit. Ça l'empêche d'entendre ce qu'on lui dit. Et quand lui parle,
il parle tellement fort près de ses oreilles qu'il n'entend rien. Vous ne vous rendez pas compte que vous, bon, normalement, quand vous parlez, vous êtes capable d'entendre ce qu'on vous dit. Pour un robot, c'est très compliqué. Voilà, et donc tout ça, ce sont des fonctions qu'il faut qu'on intègre pour que notre robot soit capable de faire pour de vrai toutes les fonctions qu'on présente dans ces petits films un peu d'anticipation. Mais vous voyez déjà, on voit des fonctions simples à faire, mais c'est leur industrialisation, le fait qu'elles marchent au quotidien, qui va faire que ça sera un petit peu plus long à proposer. Et alors dans 20 ans. Donc dans 20 ans, je n'ai pas encore de film d'anticipation qui présente ce qui se passera dans 20 ans, mais on imagine un robot qui va vivre avec les gens, qui va vivre toute la journée, et donc qui va apprendre au fur et à mesure les habitudes des personnes, qui va apprendre à détecter leurs émotions, leur fatigue, leur façon de vivre, et qui va être capable de réfléchir de raisonner sur tout ce qui va percevoir dans sa vie quotidienne avec la personne. Voilà, par exemple, bon, alors évidemment, il peut rappeler, donc c'est juste un agenda, on va dire ça. Et puis il va détecter des événements. Par exemple, la personne, alors un scénario qu'on a, qui n'est pas reporté là, qui illustre bien le raisonnement qu'on voudrait voir faire à un robot. Le robot va détecter, je vais vous montrer comment, que la personne est en train de partir. Donc la personne s'en va, elle se lève, et le robot dit, tiens, d'habitude, à cette heure-là, tu regardes la télé, tu lis un livre, et là, tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Donc il repart que la personne sort de son comportement habituel. Et la personne dit, ah ben je me rappelle que brutalement, j'ai pas de pain pour midi, je vais acheter le pain. Bon, très bien, dit le robot, mais ne tarde pas trop, parce que tu sais que dans 5 minutes, tu as un coup de téléphone, il y a le coup de téléphone de ton médecin qui veut savoir comment ça va. Donc là, le robot a fait le lien entre le fait que la personne se lève, elle va s'en aller, et donc elle ne sera pas là pendant un certain temps, et donc il faut qu'il lui rappelle ça. La personne s'en va, le robot s'aperçoit qu'elle a laissé la porte ouverte, il ferme derrière elle, il éteint les lumières qui ne sont pas nécessaires, donc il va être, vous voyez, complètement intégré comme un compagnon, comme un ami. Souvent, je compare ce robot auquel on pense aux elfes de maison qu'on voit dans Harry Potter. Vous voyez, des petits êtres qui sont là, qui sont toujours près de vous, qui vous connaissent, et qui sont même un peu bornés. Vous voyez, le Dobby, il a une idée en tête, et il ne comprend pas toujours le contexte de tout ce qui se passe autour, mais il va faire ce qu'on lui dit. Alors évidemment, Dobby a des pouvoirs que n'auront pas nos robots avant un bon moment, malheureusement, mais voilà, dans l'idée, c'est ça, c'est le service, et tout en gardant en tête que ce sont des machines ou des elfes de maison, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas une conscience, enfin des êtres qui n'ont pas une conscience, qui n'ont pas une compréhension forcément très sémantique de tout ce qui nous entoure, mais néanmoins qui peuvent être toujours là au plus près pour nous aider. Donc ici, bon, je décris d'autres, voilà, et un point qui nous est très souvent demandé par, pas forcément par les personnes âgées elles-mêmes, mais par les assureurs ou par l'entourage des personnes âgées, veiller que tout va bien. Et donc le robot peut vérifier que la personne ne passe pas trop de temps, par exemple ne fait pas des siestes à rallonge, surtout qui pourrait générer une inquiétude, ou même détecter, évidemment ce qu'on demande tout le temps, c'est que le robot détecte la chute, détecte que la personne tombe, où est tombée. Quand détecter la chute, c'est assez rigolo parce que bon, je vous en reparlerai, je crois, juste après. Voilà, donc le robot va surveiller et il va être capable de détecter une situation d'urgence et appeler au secours si, par exemple, il voit que la personne est tombée, qu'elle ne peut pas se relever, que lui-même n'arrive pas à l'aider à se relever. Et donc, il peut appeler à l'aide. Et donc, les assureurs nous disent, nous, si vous arrivez à avoir un robot qui fait ça, en complément de ces pendentifs ou de ces bracelets, vous savez, qu'on donne aux personnes âgées pour appeler au secours ou pour détecter des chutes, mais qui génèrent pas mal de fausses alertes, soit parce que la personne s'assoit un peu brutalement dans son fauteuil, soit aussi il arrive que la personne âgée, elle appuie sur le bouton d'alerte parce qu'elle a envie de papoter avec quelqu'un. Donc ça, voilà, le robot sera capable de trier un peu, de discuter aussi. Donc on travaille beaucoup sur le dialogue pour que, voilà, si la personne a envie de parler, il y a quelque chose qui lui travaille dans la tête, le robot peut être un premier filtre, la rassurer un peu, et puis si vraiment il estime que ça sort de son domaine de compétence et de ce qu'il sait faire, eh ben, il va appeler le médecin, l'entourage. Et aussi un point qui est très important pour nous, c'est que le robot, on nous dit souvent, oui, mais à ce moment-là, la personne âgée, elle va être tout seule avec son robot, elle ne verra plus personne, c'est affreux, vous déshumanisez les relations. Encore une fois, le robot, c'est nous qui le programmons. Et donc, si on dit au robot, c'est pas normal que la personne ne parle que au robot toute la journée, eh ben, le robot va faire en sorte qu'elle fasse autrement. Et par exemple, on imagine très bien que le robot dise de temps en temps, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas appelé tes enfants,
t'as pas bien mangé depuis 2 jours, tu veux pas qu'on appelle le médecin. Voilà. Donc le robot va obliger la personne à communiquer avec le reste du monde. Et c'est une expérience qu'on a faite d'ailleurs dans les premiers maisons de retraite où on a envoyé notre robot. Le robot provoquait une attraction qui faisait que les personnes âgées venaient parler autour du robot et se mettaient à parler entre elles. Et on l'a vu aussi avec des enfants autistes, vous savez, qui ont beaucoup de mal à communiquer entre eux. Des enfants autistes jouant avec un robot comme Nao se mettent à communiquer entre eux. Donc c'est ça, toutes les promesses de cette nouvelle robotique. Alors après, j'avais prévu de vous montrer encore des vidéos, au secours. Donc une vidéo qui va vous montrer le genre de choses sur lesquelles on travaille. Donc là, là c'est pour détecter le paraverbal, comme on appelle, c'est-à-dire comment, dans le son, la façon dont on parle, le robot peut détecter une émotion. Blablabla. J'ai reconnu un état neutre. Alors là, ça tourne encore en déporté, c'est un peu lent, hein, mais bien. J'ai reconnu la tristesse. Une autre. Voilà. Alors vous voyez, l'intérêt de faire blablabla, c'est que cette vidéo est complètement internationale. Et puis surtout, alors pour les, je vais dénoncer personne. Pour certains pays, quand on fait blablabla, il parle bien français ce monsieur. Non, le blablabla, c'est juste du. Et donc voilà, donc vous comprenez le principe. Le robot va détecter au-delà des mots, au-delà de ce qu'on dit, l'émotion de son interlocuteur. Et ça, c'est super important pour que le robot adapte son comportement. Vous voyez bien, quand vous parlez à quelqu'un qui est en colère, vous n'allez pas lui parler de la même façon que si il est détendu. Et après, pas de la même façon, mais aussi il faut s'adapter. Quand quelqu'un est en colère en face de vous, connaissant son profil psychologique, soit vous allez monter le ton aussi pour le calmer, soit au contraire, vous allez faire profil bas en attendant que ça se tasse. Et là, on est obligé, nous, de mettre dans le robot une petite analyse psychologique de son interlocuteur. Et là, le LIMSI, le labo avec lequel on travaille là-dessus, travaille aussi là-dessus pour apprendre le profil psychologique de l'utilisateur pour s'y adapter. Une deuxième petite démo technique, enfin démo vidéo technique, sur la reconnaissance de l'activité. Je vous en parlais tout à l'heure, le robot va détecter quelqu'un se lève. Bonjour. Tu peux pas agrandir un tout petit peu? Ah, si on avait Windows. Bon, alors ici, donc si vous aviez un ordinateur normal, merci. C'est Mac, c'est pour ça. Bon, alors voilà, donc ici vous avez vu, en fait, vous devinez, là le robot il regarde les mouvements dans l'image et il en déduit l'activité de Natalia. Là il a vu qu'elle marchait, qu'elle se levait, voilà, là il a détecté qu'elle s'asseyait, vous voyez ça s'incruste en haut dans l'écran, qu'elle se lève. Bon, il a vu voilà, qu'elle applaudit. Bravo, voilà. Et donc tout ça c'est super important parce qu'un robot pour réfléchir il a besoin d'entrer. C'est ça qui est essentiel et c'est ça qui fait la grande différence du robot avec un autre périphérique. Sur un autre périphérique, c'est vous qui rentrez l'information au format que l'ordinateur aime, l'écran, le tactile. Le robot, on veut pas lui rentrer l'information, on veut qu'il les prélève dans l'environnement. Donc par l'audio, par la vision. Et c'est pour ça, et un robot qui voit mal, un robot qui entend mal, ça sera forcément un robot idiot parce qu'il n'aura pas de bonnes entrées dans son CPU. Donc là, en détectant tous ces gestes-là, donc ça se fait par apprentissage. Donc on va montrer au robot des tas de gens qui applaudissent, des tas de gens qui marchent, des tas de gens et là, il va petit à petit former sa compréhension du monde. Et c'est pour ça que je disais, détecter quelqu'un qui chute, c'est compliqué parce qu'il faut que le robot voit des tas de gens tomber. Et donc, on assomme des générations de stagiaires à les pousser dans les escaliers. Et du coup, on a de moins en moins de stagiaires chez Aldébaran. Mais la science est à ce prix, quoi. Il faut savoir payer de sa personne. Alors, je finirai dans la minute qui me reste. Nous, vous, développeurs, qu'est-ce qui nous reste comme responsabilité? Le robot, c'est un outil. Donc, comme tous les outils, vous pouvez faire des bêtises avec et vous pouvez faire des trucs super avec. Comment on peut être sûr qu'on fera toujours des trucs super avec notre robot? Asimov, que vous connaissez tous, a écrit dans ses bouquins, il suffit d'implémenter 3 lois. D'une part, c'est très compliqué d'implémenter les 3 lois d'Asimov, que je ne respecte pas ici, mais que vous connaissez mieux que moi quasiment. Et en plus, Asimov montre dans toute sa littérature que ça ne marche pas à tous les coups, que ça ne suffit pas.
Donc il faut vraiment avoir des solutions pratiques, pragmatiques. Donc ce qu'on envisage, c'est que nous, quand vous développez une application, avant de la mettre dans la nature, on va la tester longuement. Et avant, on la mettra, et on mettra en garde aussi. Mettre en garde un utilisateur sur les problèmes d'utilisation ne suffit pas légalement à nous protéger. C'est une mise en garde, on va dire, ne donnez pas des grands coups de robot sur votre grand-mère, vous allez lui faire mal, donc ça c'est une mise en garde. Mais si quelqu'un le fait quand même, voilà, est-ce qu'on ne sera pas un jour attaqué parce qu'une grand-mère a été tuée à coups de robot? J'espère que non, mais voilà, c'est le genre de problème qu'on peut être amené à remporter. Et il y a aussi des solutions techniques. Le robot doit être protégé contre le piratage, doit être protégé contre les bugs informatiques. Et surtout, la grande question, mais qui n'est pas, et ça ce ne sont pas des questions très spécifiques de la robotique, la grande question c'est, le robot va vivre avec vous, il va passer son temps à collecter des données sur vous pour mieux vous connaître, pour mieux réagir. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces données? S'il les garde pour lui, il ne va pas partager, il ne va pas s'enrichir, il ne va pas enrichir tous les autres robots de ce qu'il aura appris. Mais s'il les partage, il y a un risque que tout ça parte dans la nature et que des gens mal intentionnés ou des gens avec des objectifs très commerciaux exploitent toutes ces données. Donc on a un vrai problème là, mais qu'on partage tous avec nos objets connectés, sur la façon dont ces données collectées seront utilisées de la meilleure façon. Mon times est up. Je vous laisse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Rodolphe Géant. Merci pour cette superbe fenêtre vers un avenir à la fois proche et lointain. Et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, quelqu'un qui est un peu particulier pour moi, parce qu'il était mon professeur à l'ESIEA. Je vous demande d'accueillir le lieutenant-colonel Éric Fillol, qui était responsable du laboratoire de virologie et cryptologie à l'ESIAT de 2001 à 2007, qui est aujourd'hui directeur du centre de recherche de l'ESIEA, où il dirige le laboratoire de confiance numérique et système. Il est entre autres Intelligence Warning System et Information Operation à l'OTAN, ingénieur en cryptographie, PhD en informatique et mathématiques appliquées. C'est un orateur de renom qui n'a pas la langue dans sa poche. Et s'il ne s'agit pas encore de mettre en place des unités Blade Runner, la sécurité de demain nécessite toute notre vigilance. Professeur, vous allez maintenant nous présenter les enjeux de la sécurité dans le monde de 20 ans. Bien, merci. Bien, écoutez, merci. Et puis surtout, pour moi, c'est un honneur de parler devant une assemblée de développeurs. Moi, je pense que je ne pourrais pas vivre si je ne trouvais pas toujours un peu de temps pour coder et pour programmer. Parce que d'abord, c'est une formidable école de l'humilité. Et surtout, je disais, c'est une école de l'humilité, et puis surtout, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Et je pense que vous avez fait un Devox for Kids, il faudrait le faire aussi un Devox pour hommes politiques, et les faire programmer. Donc je vais essayer, dans un temps très court, de vous parler effectivement de la problématique du contrôle de la technologie, mais avant de se projeter dans l'avenir, de ce qu'il pourrait être, il faut bien comprendre le passé. Donc voilà, le monde, on va aborder ces différents points. Malheureusement, pour essayer de prédire l'avenir, il faut comprendre encore une fois le passé, et c'est un point important. Alors le contexte. En fait, il faut savoir que la révolution numérique nous a fait passer d'un monde vertical où les élites parlaient à la masse, via quelques journalistes autorisés, et on est passé, grâce aux technologies du numérique, sur un monde horizontal. C'est-à-dire que les gens vérifient l'information. Le monde numérique nous donne une mémoire. C'est-à-dire que quand un homme politique nous raconte une bêtise, 10 ans après, cette bêtise existe encore. Et on peut comparer avec les nouvelles bêtises. C'est un monde collaboratif. Et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ce monde-là, parce qu'il y a de formidables opportunités. Mais ce monde-là fait peur aux hommes politiques, parce qu'ils ne le comprennent pas. D'abord, ils ont tous fait des humanités, c'est-à-dire latin, grec, droit et un peu de commerce. Et le problème, justement, c'est que ils ne comprennent pas d'ailleurs que c'est une dimension qui n'est... C'est pas une dimension de plus, c'est une dimension qui est en train de remplacer toutes les autres. Regardez le nombre de services qui sont en train de disparaître. Quand je parle à mes jeunes de télégrammes, ils me regardent un peu bizarrement. Les télégrammes n'existent plus, ça a été remplacé par cette dimension-là, et elle est inévitable. Il ne faut pas avoir peur de la technologie. Moi, je voudrais juste m'assurer que dans 20 ans, il y aura encore une place pour nos valeurs, les valeurs humaines et nos valeurs démocratiques. Alors justement, ce monde-là, il a été fabriqué par des gens qui comprennent la technologie. Ce sont tous des codeurs, ce sont tous des programmeurs. Je vous laisse, ça sera un petit quiz, vous laisserez reconnaître les plus célèbres. Il y en a un qu'il faut quand même, le père d'Internet, c'est un Français, Louis Pouzin, le père du datagramme, de la commutation de paquets. Ces gens-là, ils comprenaient la technologie et ils avaient un idéal.
Ils nous ont fait aimer la technologie. Et ça, c'est important, parce qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie, encore une fois. Et je pense que c'est un truc intéressant. Ils sont en train d'être remplacés par ces gens-là. J'ai mis les principaux. Je vous laisserai là aussi reconnaître. Celui-ci est particulièrement dangereux, parce qu'il est l'exécuteur de base d'œuvre, c'est le Ajit Pai, c'est un des directeurs du contrôle des communications aux États-Unis. Et c'est ce qui aura un impact chez nous. Bon, je vous explique pas les deux logos, mais bref, cet homme-là aussi est dangereux. Jean-Jacques Urvoas, celui qui nous a pondu la loi sur le renseignement. Bref, on va en reparler. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu un peu plus d'un mois, Barack Obama a fait un discours extrêmement grave où il expliquait que le monde numérique, c'était le domaine des États-Unis et ça leur appartenait. Internet appartient à personne, la science n'appartient à personne, la technologie appartient à personne. On devrait le considérer comme un bien de l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui surfent sur certaines vagues pour vouloir interdire de nous protéger. Ce qui est tout aussi dangereux et en plus stupide. Parce qu'ils ne comprennent pas, encore une fois, ce que c'est le chiffrement et ce qu'il peut y avoir en dessous. Et puis ils vont mettre en danger d'ailleurs nos entreprises. Et puis il y a ceux qui essayent de nous alerter. Assez souvent, ce sont des codeurs d'ailleurs. Vous en reconnaîtrez certains, ou des journalistes, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont un rôle. Alors après, on peut avoir une vision assez mitigée, mais ce sont des gens qui ont un rôle extrêmement important. Le problème, qui va l'emporter ? Ceux qui essayent justement de promouvoir la technologie, de nous la faire aimer et de nous apporter, de nous permettre d'accéder à tout ce qui est bon en elle, ou les autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie, ce contrôle dont on parle existe depuis en fait la fin des années 40 à travers un certain nombre de programmes, et le but c'est d'asseoir le renseignement, parce que contrôle de la technologie et renseignement sont intimement liés. Alors j'ai mis quelques exemples de gens qui ce qu'on appelait les lanceurs d'alerte, mais ça a duré, ça a commencé à la fin des années 40. Ce qui est intéressant, j'ai appris la frise d'un jeune Français qui a fait un travail très intéressant. Il a montré les principaux plans de contrôle de la technologie de l'espionnage. Vous voyez, ça a commencé quand même, les prémices ont commencé à la fin des années 40. Il a mis les principaux. Si on les mettait tous, notamment tous les plans révélés par Snowden, on n'arriverait même plus à lire le graphique. Alors en fait, il y a 5 phases de contrôle. Je schématise, je pourrais vous en parler des heures. J'ai des dossiers très importants là-dessus. J'ai lu tous ces textes. En fait, il y a eu un certain nombre de phases qui ont pour but, à travers le contrôle des technologies, notamment les standards, avec des lois, notamment la phase de globalisation, des choses comme le Patriot Act, qui va être renégocié bientôt, avec probablement des implications extrêmement importantes pour nous. Par exemple, les juges américains pourront délivrer des mandats au FBI pour venir faire des opérations sur notre territoire, sans passer par l'État français. C'est un texte en cours de discussion. Bien sûr, la phase légale, tout ce qui est brevet, licence, les standards, les accords Wassenaar. Allez sur le site des accords Wassenaar, vous verrez, vous êtes concernés parce qu'il y a certaines technologies que vous développez qui sont maintenant soumises à contrôle, notamment dans les listes 5 et 5B. Bien, ces phases-là se mettent en place progressivement. Malheureusement, elles se mettent en place par des gens qui ne comprennent absolument pas ce qu'est la technologie. Ils comprennent par contre le pouvoir qu'ils peuvent en retirer. Alors les menaces sont bien réelles, parce qu'il faut quand même que la police puisse nous protéger. Bien sûr, c'est la surveillance de prisme des Américains. Ce sont, voilà, par exemple, les Suédois, dans ce vaste programme, est chargé de la partie nord et orientale de l'Europe. Mais voilà, il ne faut pas oublier les Chinois aussi. On fustige les Américains, mais c'est un autre risque, notamment beaucoup de technologies qui nous vendent est buggées. Je passe rapidement, mais ce sont des choses qui sont avérées, qui ont été validées par exemple par des équipes de Cambridge. Beaucoup de matériels sont backdoorés, ça contiennent des portes dérobées. C'est pour nous protéger de ça aussi. Regardez l'attaque sur TV5 cette nuit. Bon, je crains que c'est parce qu'ils aient exploité aussi beaucoup de bugs qui ont été laissés, mais on y reviendra. L'importance des développeurs. Ne laissez pas trop de bugs. Bref. C'est aussi les attaques de type terroriste plus classiques, notamment les milices d'extrême droite aux États-Unis, notamment contre les réseaux électriques. Et malheureusement, je pense que ça, ce sont des choses qui vont arriver. Chez nous, on a eu le cas Tarnac. Mais
c'est aussi protéger nos enfants, protéger nos valeurs. Voilà. Donc on ne peut pas nier qu'il faille un certain contrôle, mais il ne doit pas se faire n'importe comment. Il doit se faire dans un certain nombre de respect de nos valeurs. Le problème, si vous voulez, c'est que, avec toutes les lois, et la loi sur le renseignement n'est pas la dernière, hein, et dans tous les pays du G20, on est en train d'évoluer. J'hésite pas à parler de cyberdictature, et malheureusement, j'aurais aimé avoir tort, mais la dernière loi sur le renseignement, on y va tout droit. On veut en fait permettre une captation systématique des informations concernant n'importe qui. Et ça, hors du contrôle du juge d'instruction, qui est notre dernier garant démocratique. Et ça, c'est vraiment important. En fait, on est en train de dire, on nous a beaucoup parlé de présomption d'innocence. En fin de compte, on est en train de la remplacer par la culpabilité par défaut. Et ça, c'est pas normal. On ne peut pas laisser des gens être jugés partis. Alors c'est ça qui se met en place. Alors je passe rapidement, mais vous voyez qu'on a eu la loi de programmation militaire, l'ancien article 13, maintenant article 20. Voilà, la LOPSI, qui était une autre loi qui permettait d'aller mettre des dispositifs d'espionnage. Alors certes, toujours à des bonnes fins. Le problème, c'est que l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Hein, certains ont des propos beaucoup plus durs, mais en tout cas, on ne peut pas ne pas se poser la question. Est-ce que ce n'est pas les prémices, rappelez-vous, dans les années 30 ? Certains signaux faibles n'ont pas été vus par tout le monde. N'empêche que les demandes augmentent. Alors ça, effectivement, ce brave homme qui veut mettre toute la population française sous surveillance, sans contrôle, n'empêche que beaucoup de gens, même du domaine, disent que c'est une aberration d'un point de vue opérationnel et que c'est dangereux. Même les députés et les magistrats sentent qu'on va dans le mur. Bref. Et puis surtout, il faut savoir qu'à capter tout et n'importe quoi, lui faire dire n'importe quoi, je voudrais que vous gardiez cette phrase de Richelieu en tête. Elle est très importante. Une information ne dépend que d'un contexte. Changez le contexte, vous changerez la nature de cette information. Le renseignement par nature est subjectif. Et il faut vraiment se méfier, il faut vraiment avoir un garant. Et le juge d'instruction qui instruit à charge et à décharge est ce garant. Moi, je me méfie du renseignement sans forme de contrôle. Et sans esprit critique, surtout. Alors justement, essayons de faire une prospective sur le monde dans 20 ans. Moi, je pars du principe que le futur n'est pas écrit d'avance. Ça voudrait dire qu'on n'a pas de libre arbitre, qu'on n'est pas libre. Ça, moi, je refuse cette vision. Il sera ce que nous en ferons. On a le choix, globalement. Soit on redevient des citoyens, avec une conscience. Moi, je me rappelle, alors je ne suis pas si vieux que ça, mais il y a quand même quelques années, quand on sortait du lycée, c'était pour refaire 10 fois le monde mal, la plupart du temps, mais au moins on essayait. Moi, je trouve que les gens maintenant sont un peu passifs. Regardez, les révélations de Snowden se sont déroulées dans un état de quasi-somnolence. Bref. Moi, je reprends en l'actualisant la phrase du général de Gaulle, hein, est-ce qu'on va rester des veaux connectés? C'est là-dessus que comptent nos politiques, hein. C'est tellement plus simple de gérer des consommateurs plutôt que des citoyens. Alors, ce qui est rassurant, c'est que l'histoire, les gens aiment bien prédire. Les décideurs aiment bien prédire. Le problème, c'est que l'histoire, elle ne se prédit pas. Elle est par nature non linéaire. Il faut quand même rappeler que l'année dernière, grâce à des développeurs peu précautionneux, ou à cause, je ne sais pas, on a eu quand même 3 chocs. On a eu 3 séismes informatiques, je pense que certains d'entre vous ont dû travailler dessus, ils s'en souviennent. Hein. Et je pense que les prochaines années vont pas être faciles de ce point de vue-là. Et puis il y a en ce moment une très forte réorganisation dans l'industrie IT, notamment peut-être que le monde, je dis peut-être que le monde Intel, Microsoft va céder la place à d'autres conglomérats qui sont formés d'IBM, d'ARM, de Google. On sent Nvidia, qui est un acteur qui va devenir à mon sens majeur. Bref, pour l'instant, beaucoup de choses sont en train de se réorganiser. Ce que ne comprennent pas d'ailleurs nos politiques. Alors c'est sûr, ça va être un monde peut-être plus chaotique, plus incertain, il y aura des décalage, mais moi je le vois comme une gigantesque source d'opportunités. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur du futur, parce que d'abord, le futur, c'est nous qui le faisons, et j'y vois autant de risques que d'opportunités. Alors le scénario du pire, on continue, et on laisse nos politiques faire ce qu'ils font, et on ne dit rien. Sauf qu'on va perdre nos valeurs démocratiques, ça commence, et on va perdre notre libre arbitre, ce qui est peut-être plus grave. J'y reviendrai sur la notion de libre arbitre. En fait, on est en train, si on laisse les choses évoluer comme elles évoluent, on va vers une dictature de la donnée.
data, de la captation généralisée, l'Internet des objets, très belle technologie au demeurant. Hein. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et ce, sans contrôle. Et il faut quand même, quand vous regardez le mécanisme, comment les dictatures arrivent, c'est toujours parce qu'elle a comme substrat principal la passivité des citoyens et le morcellement. Chacun ne fait qu'un petit bout de la tâche et ne se pose pas de questions. C'est vraiment important de déployer une vision globale et de réfléchir à ce qu'est la technologie. Encore une fois, la technologie est une belle chose, sauf si elle est entre de mauvaises mains. Et puis il y a le scénario de l'espoir. Moi, j'aimerais que le respect de la vie privée devienne une priorité. J'ai quelques idées. Je l'ai soumise à des députés, elle n'a pas fait beaucoup de tabac. Moi, j'aurais aimé qu'on l'inscrive d'abord dans la Constitution. Je pense qu'avec l'évolution du numérique, la vie privée, comme la liberté, comme l'égalité, sont des données fondamentales. Et elles devraient. J'aimerais que la France, comme dans les années 70, soit novatrice et propose à l'Europe de l'inscrire dans la Constitution. Ce qui aurait une valeur extrêmement forte. Il se trouve que l'Europe, avec notamment le groupe de l'article 29, va peut-être pas aller jusqu'aussi loin, mais en train d'essayer de défendre notre vie privée plus que ne le fait la France. Renforcer le rôle du juge d'instruction, ça c'est clair. Et vous savez que beaucoup de gens ont parlé de le supprimer. Je vous rappelle qu'il instruit à charge et à décharge, c'est très important. On pourrait aussi appliquer les lois existantes, ça serait déjà pas mal, plutôt que d'en créer une nouvelle inadaptée. Et pourquoi pas créer un comité d'éthique sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, bref, avoir un regard un peu plus citoyen et peut-être mettre des philosophes, en tout cas ne pas se contenter de gens qui ne comprennent rien à la technologie. Puis, moi je pense que si on redevient des citoyens, eh ben, on sera en mesure justement de peser un peu plus. Je crois aussi au marché de la confiance. Je vous disais que les risques qui ont été révélés par Snowden, c'est aussi des gigantesques opportunités. Je vous ai cité 2 cas de gens qui ont développé un business en faisant comme valeur fondamentale le respect de notre vie privée. Ça, c'est important. Et je crois à ce marché-là. Bon, je reparle de Louis Pouzin, qui a proposé que l'on fasse un Internet qui appartienne aux internautes. Hein. Il a une alternative éthique à l'ICANN. Il a été plus pour l'instant écouté en Allemagne et pas en France. Mais ça, malheureusement, c'est un peu notre croix à nous Français, c'est de ne pas être cru par nos décideurs. Je crois qu'il faut bien voir une chose, que quand un État, pour conclure, un État, quand il commence à espionner ses citoyens, c'est qu'il est faible. Un État fort, je suis persuadé qu'il est respectueux de ses citoyens. Je voudrais parler des développeurs. Vous avez un rôle fondamental, nous avons tous un rôle fondamental et une responsabilité morale. La plupart des attaques exploitent souvent des vulnérabilités. Et toute vulnérabilité que vous laisserez, tout bug que vous laisserez, sera autant d'opportunités pour les services de renseignement de rentrer dans les systèmes et de porter atteinte à nos vies privées. Ça, c'est important. C'est vraiment important de savoir que la principale porte d'entrée de ces gens-là, des NSA ou autres, à tel point qu'un marché des vulnérabilités s'est développé, je pourrais citer beaucoup de sociétés qui en vivent, et très très bien, c'est parce qu'il y a des bugs à la base. Et ça, c'est vraiment important de le conserver à l'esprit. Donc, vous avez un rôle extrêmement important, mais vous avez aussi une responsabilité extrêmement importante en tant que développeur. Bref, le monde, encore une fois, moi je ne suis pas capable de le prédire, mais je pense qu'il sera ce qu'on en fera. Et ça, c'est vraiment important. Enfin, on me dit souvent, oui, mais vous savez, moi j'ai rien à cacher. C'est pas là le débat. Là, c'est plus philosophique, mais c'est tout aussi important. Il n'y a pas de liberté sans libre arbitre. Si on est sous la dictature de la transparence, vous ne ferez plus de choix, qu'ils soient bons ou mauvais. D'ailleurs, les mauvais choix construisent l'individu. Ce qui est important, c'est que vous puissiez les faire, ces choix, sans vous dire, ça y est, on me regarde, je suis contraint de prendre cette décision. Et s'il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de libre arbitre. Et ça, c'est important. C'est la vie privée qui fait ce que l'on est et qui fait que finalement on est libre. Donc il y a une nécessité à protéger notre vie privée. Alors déjà, à commencer par nous-mêmes, c'est-à-dire d'éviter des télésavis, par exemple, sur Facebook, parce que vous savez, vous n'imaginez pas des fois ce qu'on voit. Voilà. J'ai tenu les délais. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur.
sais pas si je vais encore oser tweeter, moi, avec ça. Mais bon. En tout cas, espérons que vous serez entendus et qu'il sera plus possible de pouvoir faire une partie d'échecs avec le programme de défense nucléaire du professeur Folken. Ou de mettre en place un Big Brother qui, à travers nos téléviseurs, pourra nous regarder. En tout cas, maintenant, pour conclure les keynotes de la matinée, nous allons nous intéresser à la conservation de nos données à travers le temps. Certains pays amis, certains même de nos ministères, semblent penser que nous serions enclins à quitter l'écrit pour aller vers l'imprimé ou le digital. Et il y a quelques questions pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer, comment est-ce qu'on peut transmettre l'art de transmettre, comment est-ce que le monde sera dans 20 ans. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir très fort Dan Allen. Lead du projet ASCII Doctor, membre fondateur d'Open Device, strategic advisor pour Arkelian et Java Champion, qui va maintenant nous aider à creuser l'importante question, comment retrouver nos données dans 20 ans. Dan, thank you for enlightening us about this dilemma for keeping information over time. Ladies and gentlemen, please welcome again Dan Allen. Merci. Merci. Bienvenue. Je parlerai anglais. Je parle mal français. Je prends. So let's talk about reading and writing in 20 years. So in an email exchange with Antonio, we pondered the following questions. Data written in books 1,000 years ago is still readable today. What about the information we're writing today? Is that going to be available in 1,000 years? Is it going to be available in 20 years, 100 years, 1,000 years? How will we write it? How will we read it? How will we consume it? These are the questions we're going to ponder today. So Thomas Jefferson once famously said, "I cannot live without books." You may have seen this on various posters. But this was more than a personal sentiment. He understood the value of information and how it affected society. When his family home in Shadwell burned in 1770, he most lamented the loss of his books. Think about that, the loss of information. Imagine if your computer disappeared or was stolen. You feel that loss. But what this taught him more than anything else was that information, to be preserved, it needs to be shared and copied. And so this was back in 1770, not today when we're thinking about sharing information all the time. This was essentially, he got it. Copying was not giving away information. Copying was preserving the information. So information is arguably the most important thing to society. Très important. Oui? We could very well be the stewards of information because, after all, the I in IT is information. So what we're really doing is passing around information. Now, to a computer, text is an abstract concept. A computer doesn't really understand text, it just understands zeros and ones. We apply meaning to the text. So why does this matter? Well, what's relevant to society is how well that users are communicating. Matt Ridley famously said in an early TED Talk. And really, it doesn't matter our individual intelligence. What matters is our collective intelligence, and the way that we collectively communicate it forms this collective brain, which is much more intelligent than any of us individually. So again, getting back to sharing information. Now, we see some of the trends today. What will we be writing in 20 years, in 1,000 years? We'll be writing in English. We'll be writing in Mandarin or emoji, perhaps. Does the way in which we write information affect our ability to create that information? Does it empower us? Does it hold us back? So in order to understand how to predict the future, though, we need to understand how are we connected to the past through information. So I'm going to take you back to an earlier time, but in a very familiar place. In Chauvet Cave,
here in France is some of the earliest Neanderthal communication. And what's interesting about this, 30,000 years ago, they were recording information. Now what's interesting is that traces of their lives and their bodies, their remains, they're all but gone. The way that we're connected to them, the way that we see their life is, we don't see it through their eyes, right? We see it through the information they chose to share with us. This information lasted 30,000 years, so now we have an idea of how far can we look out into the future. But the thing is that if that information wasn't recorded, or think about this, do we really know what life was like for them? What if that was fiction? How do we know that that was them actually saying what really happened? So the information itself is so vital because no one's around to speak for it. Only the information is able to speak for itself. So we think about writing in formats, so we think about how we store it. Who's going to be around to open a Microsoft Word file once it's long gone? Right? So we have to write in a format, or we have to communicate in a format that can be preserved. What's interesting about these formats, pictorial formats, is that you, 30,000 years later, instantly recognize what information was trying to be shared there. That there is these horses, that they were moving. What's particularly moving in this cave, though, is the hand. And the reason is because more than anything else, we can sense the life behind that hand. We can imagine ourselves putting it there. So we're very much connected by people through the information that we choose to share with them. Now, I'm going to take you back a little bit, maybe in the more near past. When I first started writing, I wrote primarily on this exact same computer. It brings me back, on something that looked a lot like this. But what's interesting is, think about this. I wrote on a computer 20 years ago. We were writing on computers 20 years ago. But how do we share? The way that we shared was we had to break out one of these. This was our share button. Actually, it looked more like this once we were printing. But really, what this was a glorified typewriter. Right? Because yes, it was a computer, yes, it was a screen, but in order to share it, how did it really differ from the typewriter? I like some of the, if you look at this advert, some of the things at the bottom. Visible writing. That would probably be a good idea, right? After all, what's the point of punching all the characters? Universal keyboard. Really? To whom? Maybe ASCII only, right? So their idea of universe, how do you type kanji here? How do you type accents? Speed and touch. So it's interesting that we still are dealing with that same interface, that we always are limited by that, and we're going to touch on that a bit later. So here's the thing. We actually, looking at the present, we actually have a tremendous opportunity. The cost of web publishing has declined to almost zero. What does this mean? Well, it means, for one, you no longer have to worry about hosting. Remember that day, the time we had to worry about setting up a web host to create a website? If you push your files to GitHub Pages or various other services like it, you can be a publisher. Printed books are very much on their way out, much perhaps to the dismay of Thomas Jefferson, who loved his books. But really, what is a book then? Because if we don't need books, what are we really talking about? And so this is a great opportunity. This is where we have to look into the future. We have to say, how are we going to share information? Are we going to let technology behemoths create markets where we can put books, so-called books, that look like still books, where you have to have a special account to buy it and all that? Or why don't we just use the web? Why don't we publish what we want? Readers can read what they want, and you and I, we can work out how to pay each other for it. Do we really need a market in order to do that? Or can we create our own market that is based purely on the web? So you might, this looks familiar. You know, we all have one of these in our pockets, but it tends to be all different shapes and sizes. And the thing is that how similar do these look to books? So are we just kind of reiterating the past, creating the same thing that we already had, or are we trying to use the technology in some new way? And the most important thing about the idea of
you know, some people lament, oh, there's so many screen sizes. Yes, there are, and there will be. Deal with it. That's over. There's no more standard sizes of anything. Your content has to be written for not a piece of paper. It needs to be written to be aggregated, to be composed, combined, chunked up. If you design for a specific screen size, here's what's going to happen. Yes, it'll work on this one on the lower left-hand corner. And when it's displayed on the wall or a mural or something like this, it's going to be sliced and diced and cut up, and it's not going to look like what you created. So you have to design for that from the start. You have to think, store the information in a format that can be rendered appropriate to the medium. So what do you want? You want the metadata, you want the information behind it. We're not dealing with pieces of paper anymore. So this is a very powerful image right here. Going back to those prehistoric days, how much different is the shape of a stone tool to an iPhone? Matt Ridley points out to us in this TED Talk. But it's interesting, this isn't to say, hey, we haven't come a long way. We've come a very long way, but we're still us. And I thought that was very interesting, the first talk about the robots. It's like we still have these limitations of the way that we interact, and we still have us. But what's important about this particular image isn't so much that, hey, look, this is exactly the same size, but look where it is. It's in our hands, not on a desk. This is where it needs to be. It needs to be with us, personal devices. So really, you need to be able to adapt or die. PDF, you know, if we're going to talk about publishing, we have to talk about PDF and what's going to happen to it. Okay? PDF is a technology that is catering to an age that's gone. It's about pieces of paper. Paper, we don't use this, the printer anymore, right? We use this. So it's very much a technology that is trying to hold on to the past. And we need to be forward-looking. So you have to be able to adapt your content, or your content won't be able to live in the new world. But still the problem is, we look at computers, where do we write? Think about where you're going to write. You write your paper, you write your presentation, you write your code. Where are you when you're doing it? Now remove that and put a typewriter in front of you. Have you moved? Have you changed? Sure, with the stone tool we haven't moved this device either, so maybe this is a limitation that we have. But why do we have to sit and write? Maybe we can do other things. Maybe the robot can come up to us and we can dictate to it. Maybe we can work out how to communicate this information going in two directions. We've got to pull ourselves out of the desk and into the world of information technology. You know, reading and writing perhaps is going to be much more collaborative in the future. We're starting to see this now, treating documentation like it's code. You're reading something, so this is interesting on two levels. Number one is, everyone who's ever written a book knows the last 10% takes 100% of the time, right? So it's as much as the first 90. So the thing is that you have to find a way to massage the content quicker. But, you know, what if you could just see it and you click, just like with the code, and you say, I see a change, I want to make it. But think about this too, it's not just about, right, what if readers are reading it? Why is it that we're being read information, we're not talking back? So we're starting to see two-way communication even in the writing. The other thing to contemplate here is, why don't writers have tools that are as good as the tools that you use to code? Why can't we think in things like writing components? So the key to a better reading experience is to have a better writing experience, and the writing experience right now is still very dismal. And so we want things like being able to refactor your content or get a list of references and things like this. We've had these, we've touched on in the past. We need to get them more integrated today so that this is just the way that we work. Here's an actual book from the Library of Congress. This book is written in emoji. Is this the future of writing? Emoji? Perhaps not. But what's interesting is that how many times have you sat and thought, what is the appropriate emoji for the end of this sentence? And think about how much time you've spent trying to make that choice. So pictorial languages, going back from whether it's Chinese or 30,000 years ago, we're starting to see that, hey, maybe these things are useful. They're international. You don't need to understand each other's language to write in it. So they're going to play a part. They're going to play a big part. Here's just an example from that book, Call Me Ishmael. This is how it's translated to emoji. I'm sure you've written a text that's at least as complex. Now here's something to consider.
This is an actual Unicode character, a pile of poo, yes. We're going to give it some screen time here. But think about this for a second. There are still characters that are necessary today to write words that are not in Unicode. 1.2 billion Chinese have to decide how to hack their name so that they can represent the character because they don't have the character in Unicode. Yet we have stuff like this. So how we treat this stuff is up to the people in this room. Just as was pointed out earlier, you know, the leaders of the world don't necessarily know a lot about technology, or some don't. We absolutely need to recognize that what we do with information, how we treat it, how we create the standards and the specifications for it, affect our ability to create books because books are on their way out. Language is the key to accessing society itself. You know, people ask me, why are you learning French? And, well, I think it's a beautiful language, but I'm also learning French because I recognize that language is the key to being able to communicate with each other in a language that's meaningful to us. A word that's in French means something different than a word that's in English, even if it's translated. You have memories in French. You have memories in that language. So we're tied to these things intimately, and there are texts that are written in these. When you translate them, you lose something. You know, Guillaume pointed out to me the other day, I'm not going to translate this sentence from English in my presentation because I feel like, well, I could translate it, but then it's not the original thing, so maybe it loses some of its potency. So languages are very important. How we choose to evolve these languages are going to affect how we can read and write in the future. So we have to treat them carefully. And one thing I want to leave you with is this. We cannot let the limitations of today be something that we obey. You don't look at it and you say, well, I have to write in PDF, or I have to publish to Kindle, or whatever. Because by obeying limitations, we come indentured to the people that control the limitations. We as technologists are all about breaking limitations, breaking into the future. So I want you to think openly, and I want you to think broadly. Merci. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup à vous. Merci à Rodolphe Gelin. Merci Eric Filliol. Merci Dan Allen pour cette petite vue sur l'avenir. Donc c'est fini. Ah non, j'ai oublié. J'espère que vous avez bien écouté. Il y a au moins 5 références de films dans ce que j'ai fait aujourd'hui, et probablement demain. Si vous avez les 10, au Cascodeur, vous avez une place pour l'année prochaine. Donc, eh ben, je vous libère, je vous remercie encore beaucoup. Vous pouvez aller prendre une petite viennoiserie, un café avant d'aller dans les salles de conférence. Encore merci et bonne conférence. Et faites du bruit sur Twitter, on est presque dans le top 10.